Bonsoir mesdames et messieurs, je ne sais pas pour combien d'entre vous est-ce la xème fois que je dis en 48 heures bonsoir, et pour ceux qui sont ici de façon nouvelle et que et la Sorbonne et les organisateurs de cette série de débats accueillent respectueusement et affectueusement, soyez tous les bienvenus. Je le dis avec d'autant plus de sérieux, si ce n'est de gravité, car cet endroit qui est un lieu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de vérité, qui est un lieu de débat, qui est un lieu de confrontation, est aussi probablement un des hauts lieux où la culture européenne a fait des femmes et des hommes libres, et femmes et hommes libres est bien la denrée productive dont nos temps difficiles ont le plus besoin. Nous avions essayé d'imaginer, pour cette partie du monde dont nous allons parler, une série successive de dialogues, l'un par satellite, avec un homme qui joue en effet un rôle important dans le climat de paix, beaucoup plus que dans le processus technique, qui est le roi du Maroc, et pour des raisons qui lui sont propres, ça n'était pas possible sous cette forme, ça n'était possible que de façon, je dirais, contractée, et nous nous y sommes refusés. Un dialogue est un dialogue avec toutes ces questions et avec toutes ces réponses. Nous allons recevoir dans un instant un des hommes qui est un des acteurs les plus éminents. Les adjectifs enflés sont souvent de mise quand il y a émotion, attente, ce qui n'est pas le cas dans mon propos. C'est un des hommes les plus éminents de la vie politique israélienne d'abord et de la vie politique internationale ensuite. Beaucoup d'entre vous connaissent le parcours de M. Shimon Peres. Il fait partie de la demi-douzaine ou de la dizaine de femmes, n'oublions pas Mme Golda Meir, disparue aujourd'hui, et d'hommes courageux. Le courage, dans cette région du monde, n'a pas la même signification que nous. Il s'agit, à quelques références que l'on se reporte, côté arabe, côté israélien, la plupart du temps de vie ou de mort. Ceux d'entre vous qui sont parmi les plus jeunes générations, qui n'ont pas de lien avec cette région du monde et qui savent bien quel foyer de discorde, de guerre ou de difficulté cela peut être, doivent se reporter à leur propre mental il y a à peine 2 ans. Il y a à peine 2 ans, vous avez appris ce qu'allait être une guerre de dimension mondiale. Elle ne l'a pas été. Je dirais fort heureusement, mais c'est un propos assez égoïste, car pour ceux qui étaient sur le terrain, naturellement, c'était une vraie guerre telle que les générations précédentes ou vos parents vous en ont parlé. Et une guerre, ça n'est pas quelque chose sur lequel on disserte. On doit prendre ses responsabilités, on y laisse des familles, des proches, des amis, des parents, une partie de soi-même, et après, ça n'est plus comme avant. Il se trouve que cet après est en train de prendre aujourd'hui un virage très important. Nous en voyons une partie émerger, il y a une partie souterraine. La diplomatie, la construction de la paix, les conditions de cette construction de la paix ne peuvent pas être le fait de la une médiatique tous les jours, et c'est un homme de médias qui vous le dit, par conséquent, vous lui pardonnerez sans doute facilement. Ce processus de paix est plus vigoureux qu'il ne l'a jamais été probablement, et l'homme que nous allons recevoir dans un instant est avec son gouvernement et est depuis longtemps, à titre personnel également, un des militants très importants du rapprochement, c'est-à-dire, au fond, il vous le dira, il pense que ces hommes et que ces femmes, qui sont séparés parfois de quelques dizaines de kilomètres à peine, s'ils regardent vers l'avenir immédiat, pas dans des siècles et des siècles, n'ont pour destin commun que de travailler ensemble dans l'intégrité de leur nation ou de leur patrie dont ils se réclament. C'est pourquoi nous allons d'abord regarder un film et ensuite je vous proposerai de recevoir M. Shimon Peres. Le film d'abord, tout de suite ensuite M. Peres. La Palestine, pour les Juifs et les Arabes, une terre promise, peut-être trop promise. Placée sous mandat britannique au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Palestine voit les deux populations se déchirer d'un attentat à l'autre.
En novembre 1947, l'ONU adopte un plan de partage qui crée un État juif, représenté par les Hachures, et un État arabe, ici en couleur orangée. Tous deux seront liés par une union économique. Jérusalem et les lieux saints sont placés sous tutelle des Nations Unies. Ce plan de partage est rejeté par les Arabes. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la création de l'État d'Israël. Le lendemain, Arabes et Juifs s'affrontent en une véritable guerre. Dépassant les limites fixées par le plan de partage de l'ONU, Israël, victorieux, agrandit son territoire. En 1967, l'État hébreu lance la guerre des 6 jours, guerre éclair au cours de laquelle il occupe le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, le Golan syrien et annexe Jérusalem-Est. Israël multiplie par 4 son territoire. Il ne reste plus rien de l'ancienne Palestine. Israël évacuera le Sinaï à partir de 1979, mais en 1981, il annexe le Golan syrien. Aujourd'hui, les territoires occupés ou annexés sont au cœur des enjeux. Le plateau du Golan, les Syriens entendent le récupérer. Jérusalem, son statut reste à définir. Son titre de capitale de l'État d'Israël n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Enfin, la Cisjordanie et Gaza attendent toujours un régime d'autonomie déjà envisagé par les accords de Camp David en 1979. 11h30, ouverture de la conférence. Comme de nombreuses familles israéliennes, les Taïeb ne veulent pas manquer l'événement. Je suis vraiment émue. C'est un moment historique, c'est un moment qu'on n'attendait plus. Et puis voilà, il arrive. Donc il faut espérer. Dans cette famille palestinienne, la porte est restée ouverte pour que tous, les amis, les voisins, puissent suivre le déroulement des débats. Une fois qu'il y a la paix, tous les réfugiés vont rentrer là. Alors il leur faut une place, il leur faut un pays, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile, mais quand on veut, les grands, le directeur, le chef, quand ils veulent accepter cette chose-là, ça marchera. Et si le bon Dieu nous aide, ça sera la paix, alors nous dirons Alléluia. Dernière réunion ensemble devant la télévision familiale. Tous les enfants en Israël veulent la paix, vivre dans un pays sans guerre. À l'écoute du monde, les enfants, ici, ont envie demain de vivre ensemble. Il y a 3 ans, c'était l'effondrement du mur de Berlin. Nous recevions ici, quelques mois plus tard, quelques-uns des principaux acteurs de la construction géopolitique nouvelle qui se mettait en marche, parmi lesquels vous vous souvenez peut-être ceux qui étaient ici, le vieux monsieur Dubček, qui est en ce moment dans un état de santé d'ailleurs très difficile. Ensuite, il y a 2 ans, c'était la préparation de cette guerre dont je vous ai parlé. Encore une fois, que vos sentiments soient proches du monde arabe et des Palestiniens, qui eux aussi ont droit à être connus dans toute leur volonté. Que vous soyez proches d'Israël et des Israéliens, qui eux aussi ont droit d'être respectés pour ce qu'ils souhaitent. C'est à un homme de paix, au moins autant qu'à un Israélien, que je vous demande de faire l'accueil que toute une vie politique remarquable mérite. Monsieur Shimon Peres. Nous n'allons pas, monsieur le ministre des Affaires étrangères, commencer par parler de politique, car la politique, c'est l'art de faire vivre en paix, quand c'est possible, des hommes qui n'y sont pas naturellement portés. Je voudrais faire un tout petit retour sur l'homme que vous êtes. Où êtes-vous né? Le Biélorusse, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le Biélorusse, il y a quelque temps c'était Pologne. C'est-à-dire au moment de votre naissance en territoire polonais et c'est aujourd'hui la Biélorussie. Oui, c'est ça. Racontez-moi comment on parlait dans votre village de Biélorussie. On parlait yiddish, c'était une ville juive, hébreu, un petit peu la langue russe. Un village de combien d'habitants? Il avait là 1400.
personnes. 1400 personnes. 1400 personnes, à moitié a immigré en Israël et le reste, malheureusement, a été assassiné par les nazis. A été massacré par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Voilà. Vous-même, Monsieur Pérez, vous êtes arrivé en Israël quand? 34 ans. J'étais 11 ans. Oui, vous avez été précédé en Israël, c'est une très jolie histoire, comme il y en a beaucoup, comme il y en a des dizaines de milliers dans votre pays, de 2 ans par votre père qui était venu s'installer pour préparer. C'est vrai. C'est vrai. Mon père arrivait des années avant nous, ma mère et mon frère et moi-même, nous avons arrivé des années plus tard. Autrement dit, vous avez devant vous une longue vie sur le territoire et dans votre patrie d'Israël. Et aujourd'hui, vous êtes un des hommes, ça n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes à nouveau aux affaires et vous êtes un des hommes qui voulait faire accomplir des progrès dans le processus de paix, c'est ce dont nous allons parler assez longuement. Je voudrais, avant de parler de ça, vous poser une dernière question. Pensez-vous que le temps est maintenant venu que Palestiniens, Arabes d'un côté, Israéliens de l'autre, puissent maintenant espérer vivre en paix dans les années qui viennent? Est-ce que c'est une chance historique ou est-ce qu'au contraire c'est une des nombreuses chances qui passent dans l'histoire et qu'on n'a jamais su saisir? C'est une chance historique, aussi si les Arabes ou les Palestiniens et nous-mêmes, nous n'avons pas changé, le monde était changé, le temps est changé. C'est une autre époque. Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas vraiment une option militaire. On ne peut pas faire rien avec la guerre. On ne peut gagner ni la guerre, ni la vie, ni le futur avec une action militaire. Et savez-vous, il y a beaucoup de temps que le Moyen-Orient était attaché avec la guerre froide, avec les conflits mondiaux. Le conflit mondial disparaît. Il faut chercher une alternative chez nous-mêmes. Si vous prenez un pays comme Syrie, par exemple, les Syriens ont gagné beaucoup à cause de ces conflits-là. Les Russes leur aidaient avec l'argent, les armes, le support politique. Aujourd'hui, c'est disparu. Et aussi un leader comme Assad comprend qu'il faut chercher une autre option. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour les Palestiniens, c'est vrai pour nous aussi. Vous-même, de votre propre côté, êtes en train de vous retrouver finalement avec un soutien américain beaucoup plus distant, beaucoup plus lointain. Oui. Nous avons un rapport très proche avec les Américains, peut-être un rapport qui est fondé sur l'histoire américaine, sur les religions américaines, aussi peut-être parce qu'il y a une communauté juive assez importante en Amérique même. Mais nous avons aussi un rapport très proche avec la France. La France a joué un rôle très important dans la naissance d'Israël, dans la sécurité d'Israël. Et nous avons le sentiment très profond pour la France, pour le rôle que la France a joué dans l'histoire de l'État juif. La politique de la France au Proche-Orient, la politique française au Proche-Orient pendant des décennies, a-t-elle modifié sensiblement l'état de l'opinion israélienne, du sentiment israélien vis-à-vis du sentiment français, ou est-ce qu'au contraire, les chances de la France d'être un moteur de l'action restent entières? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des négociations, les négociations bilatérales, pour résoudre les problèmes des passés et les négociations multilatérales, c'est-à-dire pour construire
en Moyen-Orient à nouveau. Je pense que dans les négociations, sur les négociations bilatérales, c'est les Américains qui jouaient le rôle important principal. Pour l'avenir, pour les reconstructions du Moyen-Orient, c'est les Européens et la France dans le centre de politique européenne qui peut jouer un rôle extrêmement important. Je me souviens de l'agacement de certains dirigeants de votre pays à différentes reprises dans votre histoire, que je suis depuis une bonne quinzaine d'années maintenant professionnellement, agacement devant le fait qu'ils étaient toujours mis en tutelle par les super grands. Et certains de vos dirigeants, y compris d'ailleurs ceux de votre propre parti, disaient que, au fond, plus on vous fichait la paix pour négocier, plus il y avait de chances que la négociation s'engage. Moins il y avait de super grands autour de vous, et plus ça avait des chances de se passer facilement. Est-ce qu'aujourd'hui ça reste vrai? Non, comme je dis, c'est un autre monde, c'est une autre politique, c'est une autre époque. S'il y avait quelque temps que dans le centre de notre problème était toujours le sujet palestinien, aujourd'hui dans le centre de notre enquête, de notre problème, c'est peut-être les menaces nucléaires, les missiles, les phénomènes balistiques. Et c'est montré encore une fois, c'est peut-être la même chose qui arrive en Europe même, dans le rapport entre les Russes et les Américains, entre les Européens et les Russes et les Américains. C'est la technologie qui a changé beaucoup les perspectives et l'avenir. Oui. Monsieur Shimon Peres, quel est aujourd'hui, à part l'Égypte avec laquelle vous avez signé un accord de paix, et donc à part le président Moubarak, quel est aujourd'hui le pays de votre environnement, le pays du monde arabe, dont vous pensez qu'il est le plus proche d'entrer dans une discussion de fond avec vous? Le choix est assez limité. Il y a seulement deux, c'est-à-dire les Jordaniens et les Syriens. Et je pense que les Syriens sont aujourd'hui le problème le plus lourd et la promesse la plus importante. Pourquoi, de votre point de vue, serait-ce aujourd'hui important pour les Syriens d'entrer dans une négociation de paix? Pour quels avantages immédiats peuvent-ils y trouver aujourd'hui? Il n'existe pas une alternative. Les Syriens ont perdu, comme je dis, le support russe. Et pour gagner les sympathies américaines ou européennes, il faut que les Syriens changeraient leur politique, devenir plus civilisés, plus modérés, plus pacifiques. Et après, on a essayé de gagner une victoire militaire sans aucun succès. Et dans l'avenir, il n'existe pas, à mon avis, un espoir militaire aussi pour les Syriens. Il y a un autre phénomène très important, c'est que les jeunes générations, dans le monde entier, dans chaque pays, suivent par la télévision la vie dans les autres pays. Et aussi un jeune homme à Damas, comme à Jérusalem, au Caire, il fait les comparaisons sans arrêt de sa vie avec les vies qui existent dans les autres pays. Et c'est très difficile aussi pour les dictateurs arrêter la vie ou contrôler les sentiments nationaux. La télévision est plus forte que les dictateurs. Je suis content de vous avoir rencontré parce que je n'en suis pas tous les jours persuadé. Oui, j'ai mon réservation par la télévision aussi, mais... Ça me met beaucoup de baume au cœur. Oui. Monsieur Shimon Peres, est-ce qu'aujourd'hui, l'importance des problèmes économiques dans votre région, et je dis bien non seulement Israël, mais la région, ne sont pas plus grands que l'importance des problèmes politiques? Est-ce que vous n'êtes pas en train, politiquement, de suivre des nécessités économiques qui sont plus fortes que vous, les uns et les autres? Nous sommes dans l'époque où l'économie est plus importante que la stratégie. C'est-à-dire aussi, si vous prenez le point de vue des leaders arabes, quelle est la vraie menace devant lui?
Ce n'est pas Israël, ce n'est pas l'armée israélienne, c'est peut-être le fondamentalisme, l'intégrisme. Et le fondamentalisme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un concept, c'est un proteste contre la pauvreté, contre la corruption. Et s'il veut garder son leadership, si on veut garder leur gouvernement, il faut faire quelque chose pour améliorer le niveau de la vie à chaque pays. Et maintenant, un plan de Marshall ne peut pas sauver la situation. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'économie qui produit l'argent qui peut sauver le Moyen-Orient, comme peut sauver aussi l'Europe de l'Est. Il y a l'économie nouvelle dans le monde entier, et chez nous aussi, et chaque point économique comme militaire, devenir un point régional. Il n'est pas une solution ni pour l'économie et ni pour la sécurité, mais dans le cadre régional. Si vous prenez les menaces militaires, il faut que les portées de sécurité seraient la même que les portées des missiles. Les missiles survolaient les frontières. Le missile a les portées de 1000 ou 2000 de kilomètres. Comme ça, on ne peut pas aboutir en sécurité nationale sans la sécurité régionale. La même est avec l'économie. Dans le Moyen-Orient, le problème de l'eau est plus crucial que le problème de la terre. Il n'existe pas l'eau juive ou l'eau arabe. Et l'eau ne respectait pas l'écart politique. L'automat de l'eau est complètement différent que l'écart politique. Et si on veut solver le problème de l'eau, il faut chercher une solution régionale. Comme ça, les missiles comme l'eau, les dés, sont dépendus beaucoup sur une orientation complètement différente, complètement nouvelle. Monsieur Shimon Peres, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'alternative à la paix, ce qui serait d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle. Oui. Mais il y a un flux très important d'armement qui converge vers la région où vous habitez et où habitent ceux qui sont encore aujourd'hui des voisins adversaires. Ça arrange d'ailleurs beaucoup de monde d'écouler tous les stocks d'armes qui traînent en Europe centrale ou dans les anciennes républiques de l'Union soviétique. Si on est naïf, on peut se demander pourquoi la communauté internationale qui a su si bien diligenter une guerre dans le Golfe s'est si mal empêché les trafics d'armement, mais comme nous ne sommes pas naïfs, je ne vous poserai même pas la question. En revanche, combien de temps cette fenêtre historique, cette chance de paix va-t-elle durer? Est-ce qu'elle va être longue ou est-ce qu'il y a un moment où l'armement va faire un tel déséquilibre que la fenêtre est courte? L'opportunité est très grande, mais la durée de cette opportunité peut être très courte. La durée peut être courte? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de divisions chez les Arabes même, parce qu'on peut perdre le support populaire pour la paix. La paix, c'est aussi un processus très compliqué. Il faut faire les compromis, chacun avec lui-même. Et quand on continuait les négociations de la paix, on a aussi créé une opposition très forte contre le compromis. Jusqu'à maintenant, beaucoup de pays arabes, sûrement les Palestiniens, quand on rencontrait un dilemme, on a publié une déclaration. C'est très facile. Il y a une différence entre les déclarations et les choix. Et les actes. Oui.
Et maintenant, le temps arrive pour faire le compromis parce qu'il n'est pas la paix sans le compromis. Quand vous parlez de Palestiniens, M. Pérez, et je me souviens, il y a quelques mois, avant de revenir au gouvernement, vous aviez lancé à nouveau l'idée que la négociation s'imposait, qu'il fallait faire un pas, qu'il fallait faire des concessions. Quand vous parlez de Palestiniens, est-ce que le nom de M. Arafat est toujours imprononçable dans votre diplomatie et dans votre pays? Il n'y a pas aucun besoin pour Arafat. Il y a une délégation palestinienne qui est acceptable par nous, qui est reconnue par le monde palestinien même. Et si on veut améliorer les représentations palestiniennes, la meilleure, à mon avis, c'est faire les élections et élire le leadership par un processus démocratique. Pourquoi Arafat? La démocratie est plus importante qu'Arafat. Quelles concessions de part et d'autre sont acceptables, et ce sera ma dernière question avant d'entrer dans le dialogue, quelles conceptions de part et d'autre sont acceptables? Alors pour les Arabes et les Palestiniens, les Arabes environnants et les Palestiniens, c'est leur affaire. Pour Israël, c'est votre affaire. Quelles concessions sont acceptables dans la négociation de paix pour Israël aujourd'hui? Il faut distinguer entre la négociation avec les Palestiniens et la négociation avec les Syriens ou les Jordaniens. Avec les Palestiniens, nous pensons qu'il faut aboutir la paix avec des pas, avec des phases, c'est-à-dire les premières en phase interne, provisoire, et après les phases permanentes. Dans la première phase, qui va durer 5 années, nous avons proposé aux Palestiniens une autonomie. Évidemment, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Ce ne possède pas la clarité d'indépendance. C'est sans aucun quart géographique. Mais en place de l'écart géographique, nous avons proposé un calendrier. C'est-à-dire, c'est une solution pas complète, mais pour le temps très limité. C'est-à-dire, comme je dis, 5 ans. Et après le second an, nous allons commencer les négociations pour les solutions permanentes. Et nous avons dit aussi que les solutions permanentes seraient basées sur les résolutions des Nations Unies 242. 242, évidemment, possède aussi une dimension territoriale. Pour nous, c'est un choix moral, pas seulement politique. C'est-à-dire, nous ne voudrions pas dominer la vie ou le destin palestinien. Le monde juif, c'est un monde très ancien. Il y a 4000 années, jamais dans notre histoire, nous n'avons pas dominé un autre peuple. Au contraire, tous les autres qui ont dominé notre vie ont disparu dans l'histoire. Et nous avons trouvé que c'est très difficile de dominer le monde juif. Pourquoi chercher une autre domination? C'est le choix moral, si vous voulez. Et après, nous comprenons très bien que sans un compromis sérieux, il n'existe pas une solution pacifique. Ce sont les deux considérations importantes. Je vous remercie. Une dernière chose qui ne concerne pas exactement le Proche-Orient, mais ce que je pourrais appeler votre propre destin d'Européen et de Méditerranéen. Quand on voit l'homme que vous avez devant vous, il est issu de turbulences en Europe centrale qui ne sont pas sans rappeler celles que nous voyons arriver actuellement. Bien entendu, les conditions étaient beaucoup plus dures, beaucoup plus graves, mais c'était aussi à partir de nationalismes sans structure politique ni sociale que sont nées les violences qui ont chassé ces femmes et ces hommes hors de Pologne, hors des républiques russes, hors de Hongrie, hors d'autres pays encore.
Quand vous regardez l'Europe, M. Shimon Peres, vu cette fois de l'autre côté de la rive méditerranéenne, de quoi avez-vous peur en Europe? Qu'est-ce qu'il faut craindre? Contre quoi faut-il lutter? Le peur, c'est que l'Europe a arrêté son processus de unification. Le monde a besoin, à mon avis, d'une Europe unifiée. Aujourd'hui, il y a seulement, en vérité, une force qui est responsable pour les affaires mondiales, c'est les Américains. Ce n'est pas suffisant. Il faut aussi une autre force, un autre pouvoir qui peut aider à balancer les choses dans le monde. Et je pense que l'Europe a tout ce qui est nécessaire pour devenir le second force, pouvoir que le monde a besoin. Et ce que nous appelons ici la montée des nationalismes dans les pays d'Europe de l'Est ou des anciennes républiques, des républiques de l'ancienne Union soviétique, et d'ailleurs chez nous aussi, en Allemagne et en France, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que nous saurons maîtriser? Ou est-ce qu'au contraire, on a la même inconscience que les dirigeants des années 30-40 qui disaient « ah oui, le chômage, les nationalismes, c'est dangereux » et où finalement, on est allé signer à Munich un accord qui a mis le monde entier en guerre? C'est-à-dire il y a toujours la menace de la guerre civile, comme en Yougoslavie. C'est très compliqué à résoudre. Mais pour le risque même, je pense qu'on va gagner leur intégrité et leur espoir par lui-même. Les grandes contradictions dans le système communiste, c'est que le communisme a produit l'homme extrêmement intelligent. C'était un système sans l'intelligence qui produit l'homme intelligent. Et finalement, c'est l'homme qui compte. Je pense que dans 5-10 années, nous allons trouver une république russe complètement différente. Aussi, il y a beaucoup de temps, je pense que Jacques Attali a dit cela, que le continent européen était un concept religieux plus qu'un concept géographique. C'est-à-dire le nom européen arrêté ou l'église chrétienne s'arrête. Un club chrétien. Oui. On a oublié complètement qu'il y a une autre Europe, en Europe de l'Est, qui cherchait aujourd'hui son rapport avec l'Europe de l'Ouest. Et finalement, je pense que l'unification européenne serait plus large que l'unification d'aujourd'hui. Et que c'est nécessaire. Et que c'est nécessaire, oui. Je vous remercie d'avoir donné votre point de vue d'homme du Sud, d'homme de la Méditerranée, qui est tout de même, dont une partie du cœur ne peut pas ignorer ce qui se passe en Europe centrale et dont je sais par ailleurs que vous vous intéressez de très près à ce qui s'y passe. Voilà, le dialogue est ouvert. Si vous me permettez, c'est eux qui vont faire la loi. Qui commence? Monsieur Pérez, bonsoir. Gad Edri, je suis israélien. Question que je vais vous poser pose en fait... vous êtes israélien. Israélien, pardonnez-moi. Tout le monde entend bien dans la salle? Oui, on fait des signes que... Non. Oui, plus ou moins. Parlez un peu plus fort, merci. D'accord. Excusez-moi. La question est la suivante. L'objectif du processus de paix engagé aujourd'hui est de définir un statut définitif pour la Cisjordanie et la bande de Gaza au bout de 3 ans sur la base des résolutions de l'ONU numéro 242 et 338. Quelles seront les actions du gouvernement pendant cette durée, et sur quelle partie du territoire de Cisjordanie et de Gaza va porter l'autonomie? Et est-ce que vous considérez cela comme couronnement de votre carrière politique? C'est très difficile à suivre la question. Oui, alors il y a 2 questions. La première porte sur la résolution 242. Il va falloir rappeler ce que c'est, parce que je suppose que tout le monde, tous les jours, ne parle que de ça dans cette salle. Hein? C'est bien évident.
Pouvez-vous repréciser très court et simplement votre question à M. Pérez pour qu'il l'entende bien? Je vous explique aussi que nous n'entendons pas. C'est difficile à attendre, ce n'est pas la question, mais c'est l'écho. Oui, s'il vous plaît. En fait, la question porte, pour expliquer au public, comment vous envisagez de résoudre les questions et les résolutions numéro 242 et 338 de l'ONU qui ont été faites sur le partage du territoire. Oui. Bon, comme vous savez bien, il y a des interprétations des résolutions des Nations Unies. Il y a l'interprétation arabe et israélienne. Il y a une différence entre la langue anglaise et la langue française. En anglais, le grand argument était qu'il faut faire le retrait des territoires, pas de tous les territoires. Not all of the territories, but to withdraw from territories. En français, c'est moins clair. Et c'est pour cela que les Arabes parlaient dans la langue française. Oui, c'est assez classique d'ailleurs. Oui, oui. Nous parlons par la langue anglaise. Mais il faut dire que c'est toujours l'original qui compte. Et la langue originale, c'est la langue anglaise. À cette fois-là. C'est pour cela qu'évidemment, il y a les éléments de retrait, mais pas de tous les territoires, mais les territoires. Et alors, monsieur demandait, en bon connaisseur de la vie politique israélienne, si vous considériez que l'application de ces résolutions, à travers les négociations de paix, serait le couronnement de votre vie politique. C'est pas moi, hein, c'est lui qui demande. Oui, oui, je comprends. Dans les démocraties qui n'est pas parfaite, la majorité est toujours très petite. C'est seulement dans les démocraties parfaites, comme en Syrie, que vous avez une majorité très claire. Comme ça, chez nous, il y a clairement une opposition assez forte contre ce compromis-là. Mais il faut dire que je préfère une petite majorité qu'une grande minorité. Et nous avons les petites majorités pour faire ces choix-là. Question suivante, je vous en prie. Pardon, monsieur. Oui, allez-y. Monsieur le ministre, bonsoir. Yassine Semichi, je suis étudiant algérien. Je voudrais savoir si vous ne pensez pas qu'il serait plus direct et efficace d'entamer des discussions et avec les Palestiniens des territoires occupés et avec l'OLP, connaissant les liens qui unissent ces deux représentants et l'influence qu'exerce l'OLP sur les Palestiniens des territoires. Et qu'est-ce qui justifie concrètement le maintien de la loi interdisant les rapports entre Israéliens et l'OLP? Il avait beaucoup de temps que la distinction était vraiment entre les Palestiniens qui vivent dans les territoires et l'OLP qui existe dehors des territoires. Malheureusement, l'OLP était toujours, aussi aujourd'hui, engagé dans les actes de violence, les terreurs. Nous ne pouvons pas jamais accepter les doubles politiques, c'est-à-dire les négociations pour la paix et les violences contre le peuple. Aujourd'hui, nous avons proposé une autre distinction, c'est-à-dire avec le leadership palestinien qui n'était pas jamais élu et le leadership qui peut être élu par les élections politiques libres et immédiates. À mon avis, ce n'est pas le problème de personnalité ou les mouvements, mais vraiment le temps arrive que les Palestiniens seraient élus leur leader. Et nous allons respecter leurs élections. Nous avons proposé que les élections prenaient la place
dans 3-4 mois. Et comme ça, on va gagner un leadership valable et sérieux. Si les Palestiniens élus développent des contacts avec l'OLP, la loi qui existe actuellement n'aura plus lieu d'être? Dans les élections, il y a seulement une distinction. Les uns qui étaient élus et les autres qui n'étaient pas élus. Il n'existe pas une autre distinction. Je vous en prie. Oui, bonsoir, je m'appelle Donia Chaouch, je suis tunisienne et j'aimerais vous poser une question en 2 volets ayant trait à l'actualité de ces derniers jours. Nous avons appris que 2 députés israéliens, Drawash et Sana, étaient cette semaine à Tunis, où ils ont rencontré des responsables du gouvernement tunisien, mais également Yasser Arafat. Alors, conformément à la loi anti-OLP promulguée par Shamir, est-ce qu'ils seront inquiétés dès leur retour en Israël? Ensuite, d'autre part, on parle à Washington d'un prochain round des négociations sur le Proche-Orient qui se dérouleront à Tunis, qui se dérouleraient. Alors, le gouvernement tunisien a fait part de ses prédispositions à accueillir un des rounds de ces négociations. Quelle sera l'attitude d'Israël, sachant que Tunis abrite déjà depuis une dizaine d'années le siège de l'OLP? L'OLP peut rester là. L'OLP peut rester à Tunisie. Ce n'est pas notre problème. Mais si les Tunisiens invitaient le groupe de négociation arabo-israélienne, nous allons là, à Tunisie, pour faire les négociations. Il n'y a pas aucun problème. Je vous remercie. En ce qui concerne le premier volet de ma question, est-ce que les 2 députés israéliens seront inquiétés en rentrant en Israël ces jours-ci? Est-ce que les 2 députés israéliens qui ont eu des contacts avec la centrale palestinienne à Tunis, cette semaine, selon mademoiselle, et en effet, les 2 Drawash et Sana, 2 députés israéliens sont allés à Tunis pour avoir des contacts avec l'organisation. Oui. Est-ce qu'à leur retour, la loi israélienne leur sera appliquée? Autrement dit, est-ce qu'ils vont aller en prison, pour parler clairement, c'est ça? On a l'immunité qui existe vers chaque député en Israël. L'immunité parlementaire? Oui, l'immunité parlementaire. Et je pense que dans quelques temps, nous allons changer les lois. Dans quel sens? C'est-à-dire dans le sens positif. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Monsieur Pérez, je pense que cette réaction joviale est due uniquement au contexte français. Je ne voulais pas, en tout cas, faire un mot d'esprit sur votre pays. Ça va bien. Dans le sens positif. Oui, c'est-à-dire que nous allons donner les permissions, faire les contacts avec tout le monde, sauf s'il y aura une menace de sécurité. C'est-à-dire, il faut faire attention seulement avec les problèmes de sécurité. Autrement, le contact serait complètement libre. Ça veut dire que n'importe qui en Israël peut contacter qui il veut, sauf s'il y a des problèmes de sécurité. Exactement, oui. C'est une information intéressante parce que ça va changer psychologiquement pas mal de choses, j'imagine. Oui, la psychologie a été changée déjà d'une façon assez importante. Ce n'est pas le problème pour le moment. Je vous remercie. À qui le tour? Bonsoir Monsieur le Ministre, je suis Machi Kawi et étudiant palestinien. Alors j'aurais 2 questions à vous poser. La première est de savoir, connaître le rôle de l'armée pendant l'autonomie. Est-ce que vous envisagez un retrait? Et la deuxième question est de savoir également ce qu'il adviendra des implantations juives dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. C'est très difficile à comprendre, oui. Je connais la question, puisqu'elles ont été préparées, vous avez bien vu. C'est très difficile de vous attendre. Je vais vous la réexpliquer, parce que moi-même j'entends très mal du point de vue du micro, et vous n'y êtes pour rien, monsieur. Oui. Ces débats ont été préparés par la junior entreprise HSC et le cercle Bernard Lazare. Par conséquent, je connais les questions. Par conséquent, je vais vous la relire avec plaisir. Quel sera le rôle de l'armée israélienne pendant l'autonomie?
Y aura-t-il d'ailleurs retrait de l'armée israélienne? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qu'adviendra-t-il des implantations juives dans la bande de Gaza et en Cisjordanie? L'armée israélienne va garantir la sécurité pendant l'époque de l'autonomie pour tout le monde, pour les Arabes et pour nous-mêmes. Ce serait la même armée, la seule armée qui existe dans le territoire, qui va exister. Après l'autonomie, évidemment, il y aura le changement. C'est-à-dire, l'armée va suivre les changements territoriaux. Pour les implantations israéliennes qui se trouvent à Gaza ou à Cisjordanie, on va rester là parce que on peut imaginer que comme il y a les villes arabes sur les souverainetés israéliennes, c'est possible qu'il y aura des villes juives sur les souverainetés arabes. La paix, ce n'est pas la même comme la guerre. C'est une autre situation. Et l'espoir, c'est un espoir de coexistence. Il ne faut pas changer ni les hommes et ni la place. Il faut changer les rapports entre les peuples. Ça va être un processus psychologique long, j'imagine, que d'habituer une minorité israélienne dans une ville gouvernée par une administration palestinienne. Oui, c'est possible. Ce sera difficile, j'imagine, non? Nous avons connu le même problème en France lors des événements d'Algérie. Pourquoi c'est difficile? Je ne sais pas, je demande. Non, je peux imaginer. Vous pouvez imaginer. Qu'on peut trouver un rapport de coexistence assez facile. Parce que le pays est très petit. Oui. En vérité, nous sommes aujourd'hui aussi assez intégrés, un parmi les autres. Et que c'est particulièrement le fait de la jeunesse qui pousse aussi dans ce sens. Oui, ça reste leur choix. Si on veut, on peut rester. Autrement, on peut quitter. Il n'y a pas aucune imposition. D'autres questions? Oui, monsieur le ministre, bonsoir. Je suis Samir Rifai, je suis un étudiant syrien. Et j'aurais voulu savoir si aujourd'hui il était clairement possible de dissocier l'économie palestinienne de l'économie israélienne, et si à terme vous envisagiez une confédération avec la Jordanie et les Palestiniens. Pourquoi divorcer? Au contraire, il faut une économie ouverte pour tout le monde, comme en Europe. Nous sommes, comme on s'appelle, le village mondial, global. Et aujourd'hui, je pense que le marché peut-être est plus important que le pays. Il faut ouvrir les frontières. Il faut faire une économie libre, associée par tous les pays dans le Moyen-Orient. Sur le second problème, c'est-à-dire le problème de confédération, pourquoi pas? On peut faire une confédération entre les Jordaniens et les Palestiniens, et si on veut, un mariage à trois, c'est-à-dire les Palestiniens, les Jordaniens et nous-mêmes aussi, en confédération économique ou politique. Pourquoi pas? Il va y avoir foule pour votre mariage à trois. Il faut essayer. Pardon? Monsieur Pérez, bonsoir. Je me présente, Peter, étudiant australien. Et ma question, c'est quel sera le rôle de Hussein de Jordanie et de Hafez el-Assad de Syrie dans le processus de paix? Le roi Hussein va rester le roi de Jordanie. Nous n'allons pas changer le roi. Il doit être très content d'entendre ça. Nous allons changer les politiques. C'est-à-dire en place des politiques de bellicose, il aura une politique de la paix.
Comme nous disons en français, les bras m'en tombent. Non. Je pense sérieusement que le roi Hussein, c'est un leader très sérieux. Je pense qu'il cherche la paix comme nous-mêmes. Quel est le futur des monarchies? Je ne sais pas. C'est très difficile à répondre à Paris parce qu'à Paris, il y a toujours un certain sentiment pour les monarchies. Mais le roi Hussein lui-même a dit que finalement, dans le monde, il va rester des monarchies seulement, des rois. Un dans les cartes et les autres chez l'Angleterre. Je n'ai pas compris le premier où vous l'avez mis. 2 rois, vous avez dit. Un en Angleterre. Dans la carte. Ah, pardon. Voilà. Vous aviez tous compris. Voilà. Vous savez, si on m'a mis ici et vous là, c'est bien parce que je suis le plus nul d'entre nous tous. Alors, ah non, je vous en prie, n'applaudissez pas. Monsieur. Bonsoir, monsieur le président. Je suis étudiante indienne, je m'appelle Safan. Comment qualifiez-vous les relations entre Israël et le CEE? Israël et les communautés européennes. La communauté européenne, vous voulez dire, monsieur? Oui. Oui, il y a les rapports et les relations historiques, géographiques et économiques à la même temps. Il y a un attachement très profond chez les Européens vers le Moyen-Orient et contraire chez les Méditerranéens vers l'Europe même. Je pense que les communautés européennes peuvent jouer un rôle extrêmement important dans le destin du Moyen-Orient. On parle beaucoup sur les découvrir et sur les histoires américaines. On a dit qu'il y a 500 années, quand Columbus a trouvé l'Amérique. Mais les grands événements en Amérique n'étaient pas faits par Columbus, mais peut-être par Lincoln. C'est-à-dire que les sociétés que les Européens ont créées en Amérique, c'est les grandes histoires américaines. Ce n'est pas le territoire, mais l'expérience sociale et nationale. Et l'Amérique a devenu un grand succès. Et maintenant, peut-être, les Européens même vont copier leur modèle américain chez lui-même. Je pense aussi chez nous, il faut suivre le même modèle politique, le modèle américain et le modèle européen, c'est-à-dire un Moyen-Orient complètement ouvert, avec une économie commune, avec intégrité. Oui, religieux et national. Chacun peut garder son drapeau. Chacun peut faire son prière par son goût, par son choix. Mais économiquement, et peut-être aussi psychologiquement, ce serait une région de la paix, une région ouverte avec les coopérations. À mon avis, il n'existe pas une autre solution. C'est toujours seulement un problème de timing. Les Européens peuvent jouer, comme je dis, un rôle très important par nous aider à construire les mêmes modèles chez nous. Et dans quelques semaines, nous avons commencé les négociations multilatérales ici à Paris par un groupe de Moyen-Orient sur les sujets économiques avec une participation arabe assez importante. Il y aura 14 pays arabes, Israël,
avec les pays européens. Et là, nous allons essayer de construire les bases ou l'infrastructure de l'économie prochaine, l'économie des futurs du Moyen-Orient, sur les questions d'énergie, de l'eau, des transports, de l'écologie, du tourisme. Il y a beaucoup à faire. Et à mon avis, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas seulement terminer les disputes militaires du passé, mais construire un modèle politique dans le Moyen-Orient complètement nouvel. Et c'est le grand espoir. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu cette information, cette confirmation très importante. La position de la chaise de M. Pérez l'oblige à faire une gymnastique qui lui fait échapper au micro. Parce que, comme vous avez remarqué, les micros sont là, quand il se tourne, il parle à son épaule et on entend moins bien. Ce que M. Pérez vient de dire est vraiment très important, c'est qu'il va y avoir dans quelques semaines et d'ailleurs dans quelques jours... Vers la fin de ces mois, vers la fin d'octobre. Et dans quelques jours d'ailleurs une réunion préparatoire oui. À laquelle vont assister l'essentiel des délégations arabes, oui. israéliennes. Il y aura 14 pays arabes. 14 pays arabes, israéliennes, des pays européens et je oui. crois aussi... Les Américains, les Russes, les Japonais, voilà. Les Canadiens. Sur l'avenir de l'économie au Proche-Orient. Oui. Ce qui est inimaginable il y a 2 ans encore. Je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, c'est vraiment vrai. Quelque chose de formidable. Oui. Pardon d'avoir repris votre propos, mais je voulais être sûr que tout le monde l'avait bien entendu. Question suivante. Bonsoir. Aujourd'hui, Israël éprouve des difficultés à intégrer ces nouveaux immigrants. N'est-il pas paradoxal, à l'heure où le sionisme se réalise, qu'Israël ait du mal à faire face à sa raison d'être historique? Et que compte votre gouvernement? Qu'est-ce qu'il compte faire pour résorber ces problèmes? Il faut d'abord admettre que nous avons beaucoup de difficultés avec l'absorption des immigrations d'origine russe. C'est beaucoup à cause du caractère de cette immigration. C'est une immigration extrêmement élevée. Il y a beaucoup d'académiciens. Nous avons reçu, il y a 2 ou 3 années, 400 000 des immigrants. Parmi eux, il y a 40 000 d'ingénieurs. Il y a 10 000 de médecins. Qu'est-ce que pouvons-nous faire? Devenir malades 2 fois? Construire les maisons 3 fois? Et c'est pour cela... Passer sa journée au concert? Oui. Il y a 10 000 de musiciens. Formidable. Nous avons l'orchestre à chaque ville déjà. Et c'est pour cela qu'il faut adopter les pays vers les immigrants, parce que c'est impossible d'adopter les immigrants dans l'état actuel. C'est-à-dire, il faut créer les centres médicaux, il faut créer peut-être un tourisme médical, il faut établir beaucoup d'instituts de recherche et de technologie, et c'est demander le temps, comme chaque changement profond. Et c'est pour cela que nous traversons pour le moment une période assez difficile, mais nous cherchons les solutions pour améliorer, pour répondre des espoirs et des besoins de cette immigration. Monsieur Shimon Peres, si la paix s'organise dans votre région, est-ce qu'on peut imaginer un jour que l'État d'Israël soit amené à restreindre l'immigration ou à refuser des immigrants? Ou est-ce que c'est inimaginable? Ce n'est pas nécessaire. Le monde juif, c'est un monde extrêmement petit. Nous sommes dans le monde entier 14 millions de juifs. C'est très peu. La grande histoire juive, c'est les contradictions entre l'esprit qui est grand
et les peuples qui sont petits. Et les territoires encore plus. Oui, le territoire, il y a un philosophe qui a dit que le monde juif est plus riche avec l'histoire qu'avec les géographies. Je trouve que c'est une très jolie formule. D'autres questions? C'est là que ça se passe? Bonsoir, monsieur. Pardon, nous ne savons toujours pas qui vous êtes, monsieur. Je suis Luc, étudiant israélien et français. Voilà, il s'appelle Luc, ce monsieur, il est étudiant israélien et français. Parce qu'on s'est fixé pour règle du jeu que tout le monde se présente à tout le monde. Merci. Alors, bonsoir, monsieur Shimon Peres, bonsoir, monsieur le Premier ministre. Je suis Olivier, étudiant en histoire à la Sorbonne ici. Je suis heureux de vous écouter après 15 ans de traversée du désert. Vous ne seriez pas un peu français, vous, par hasard? Si, je suis français. J'en tiens un. Je suis français. Je suis heureux d'écouter monsieur Pérez qui, après 15 ans de traversée du désert, c'est le cas de le dire dans cette région, représente Israël et son avenir. Ma question serait double. Comment répondre aujourd'hui concrètement aux interrogations, aux craintes, aux inquiétudes des habitants juifs du Golan, des Moshavim, des kibbutzim, qui s'interrogent sur le problème de la paix avec la Syrie? D'autre part, comment créer un marché commun, une idée qui vous est chère, entre Israël et les pays arabes et les Palestiniens, dont on sait pertinemment que ce sont des économies disparates, différentes? Comment créer ce marché commun entre des pays qui sont si profondément différents économiquement, alors qu'Israël est intégré au marché mondial européen et américain, et les pays arabes ne sont pas encore intégrés? Comment résoudre cette contradiction? Voilà, deux questions sur le Golan et sur le marché commun. Merci. Bon, sur l'implantation au Golan, j'espère qu'on va rester là. C'est possible. Mais autrement, il faut dire qu'on a joué un rôle historique important pour garder la sécurité dans un côté et pour aboutir la paix dans les autres côtés. Les deux. C'est pas simple. Ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'espoir. Mais finalement, le choix devant nous, c'est pas seulement s'il faut quitter le Golan, mais aussi s'il faut quitter les chances pour la paix. Il faut faire un choix. Et c'est pas simple. Sur la seconde question, aussi dans le marché commun, il y a beaucoup de variations, aussi en Europe. C'est assez nuancé. Aussi, quand le marché est commun, les hommes restent nuancés. Ici, en Amérique, dans tout le monde. Mais à mon avis, pour créer le marché commun dans le Moyen-Orient, il faut commencer avec des sujets, le eau et le tourisme. Le tourisme a une grande chance chez nous parce que notre parent a créé quelques points d'intérêt pour les touristes, comme les pyramides, comme les lieux sacres. Et maintenant, il faut ouvrir les chemins pour le tourisme. Et ça peut devenir une industrie assez importante. Et le eau, c'est un problème dramatique et sérieux. Il faut créer un plan commun pour nous tous, pour sauver, pour chercher une solution, et pour l'eau nécessaire pour une population qui était beaucoup augmentée et grandir. Au début de ce siècle, par exemple, en Égypte, il y avait une population de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, il y a 56 millions. Et le Nil
ne devenir plus grande ne fois. C'est la même Nil, c'est la même rivière. Comme ça, il faut produire, dessaliner peut-être l'eau. Il faut un recyclage d'eau. Il faut un plan pour l'eau. Et le marché commun, à mon avis, peut commencer avec ces deux points. Et de façon limitée, éventuellement même avec un nombre limité de pays. On pourrait imaginer, par exemple, un marché commun de 2 ou 3 pays au départ? Il ne faut pas limiter le numéro de pays dans l'ère actuelle, dans la situation actuelle. Il faut garder tout ouvert. Tout ouvert. Mais on peut commencer. Il faut commencer avec les sujets et pas avec l'institution. Ne pas théoriser. Ne pas théoriser. Oui. C'est formidable quand on vous écoute, quand je repense à tout le matériel, tous les documents, les entretiens que j'ai eus avec les différentes générations de dirigeants de votre pays, on a l'impression d'être vraiment dans une autre époque. C'est vrai, nous sommes dans une autre époque. Ce n'est pas une imagination. Oui, mais c'est agréable. C'est une actualité. Mademoiselle. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Violaine Garnier, je suis tout simplement française. Et j'aimerais savoir ce que vous attendez exactement de la France dans le processus de paix. Oui, sûrement. Je dis que la France peut jouer un rôle central dans le processus de la paix, dans le cadre européen, et dans les réunions des groupes économiques à Paris. La France peut guider les choses. Et nous avons parlé très ouvertement sur cette possibilité. Pour moi, c'est une occasion vraiment historique. Parce que il y a quelques années, il y avait une époque où nous et moi-même, nous avons cherché le support militaire, les armes chez les Français. Aujourd'hui, je peux arriver à Paris pour chercher la paix. C'est un changement très profond et très agréable. Plus d'autres questions? Vous avez épuisé votre quota, si? Monsieur? Non? Monsieur? Voilà, dans le monde arabe, vous jouissez d'une bonne réputation. Et l'opinion, enfin je me représente si vous voulez, Donia Chaouch, tunisienne. Voilà, au cas où vous l'auriez voulu. Alors dans le monde arabe, disais-je, vous jouissez d'une bonne réputation. Et l'opinion pense qu'une colombe à la tête des affaires étrangères est une bonne chose. Voilà qu'aujourd'hui, une partie de l'opinion arabe juge que vous êtes peut-être pire que le faucon Yitzhak Shamir, dans la mesure où vous avez réussi à créer une dissension au sein du monde arabe. Cette paix séparée avec la Syrie qui se profile à l'horizon va entraîner peut-être une nouvelle cassure dans le monde arabe qui jusque-là donc agissait comme un seul homme. Alors ma question est la suivante, que faire pour contrer cette image dans l'opinion arabe? Merci. À mon avis, il faut changer les contenus, pas les images. Le temps arrive pour changer les réalités. Et si nous allons changer les réalités, nous avons gagné à notre image. Nous n'avons pas le temps pour faire l'image. Il faut faire les choix sérieux, réel et immédiat. À mon avis, c'est la meilleure médecin, la meilleure solution qui existe devant nous. Quand on parle avec des jeunes Israéliens, on a l'impression d'une formidable foi en l'avenir que ces jeunes ont dans leur pays. C'est normal parce qu'ils sont jeunes. C'est normal aussi parce qu'on a l'impression qu'ils sont tous très las de la guerre, même si, en cas de difficulté, bien évidemment, ils n'auront pas le choix. Ils iront se battre. J'imagine que c'est comme ça depuis des générations chez vous.
Est-ce que vous avez l'impression que la mentalité des jeunes générations est en train de vous pousser tous très fort, vous les dirigeants, alternativement travaillistes, alternativement Likoud, mais globalement vous avez les mêmes formes de responsabilité? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes vous sont en train de vous pousser vers la paix? C'est très difficile à répondre, parce qu'à mon avis, le problème, ce n'est pas les divisions entre les jeunes hommes qui cherchent la paix et les autres qui sont opposés. Le grand problème, en vérité, c'est le scepticisme qui existe. Le scepticisme. Le scepticisme. Il y a beaucoup de monde qui demandait est-ce que les Arabes sont sérieux? Est-ce que nous pouvons aboutir à une paix permanente qui va durer? Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour l'option pacifique dans le Moyen-Orient? Et pour les hommes politiques comme moi, le plus grand problème, c'est surmonter ce scepticisme. Comment nous pouvons assurer les jeunes générations qu'il y a vraiment une option ouverte, sérieuse pour la paix? À mon avis, c'est la plus grande question devant nous. Vous avez la réponse à ça? Comment il faut faire? Oui, à mon avis, il faut dire la vérité. Il faut dire que nous sommes dans une époque complètement différente. Savez-vous, je trouve que les majorités d'hommes préfèrent les mémoires que les pensées. On préfère toujours ça peut-il, qu'est-ce qu'il avait, on connaît les choses, on a leur coin connu. Et c'est très difficile à réfléchir à nouveau, rencontre les situations inconnues, les situations qui ont une image très menaçante. Mais finalement, il faut faire cela. Moi-même, avec ma vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec le pessimisme. Que peut faire un homme qui est un pessimiste? S'arrêter. Rien de tout. Est-ce que vous pensez, on a eu le cas en Europe sur des affaires moins tragiques, encore que fondamentales pour notre avenir, récemment avec les référendums dans les différents pays européens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une nécessité d'un engagement des gouvernants au-delà des opinions? J'explique ce que je veux dire. Si en 1939, et j'aime bien le recul historique, on avait fait un référendum en Allemagne et en France sur les accords de Munich, ces accords qui ont amené la guerre auraient été très populaires partout. Personne n'aurait voulu aller se préparer à la guerre, et pourtant c'était ça qu'il fallait faire. Les gouvernants auraient dû passer par-dessus les opinions et aller plus loin. Est-ce que vous n'avez pas le même devoir aujourd'hui, d'aller plus loin que les opinions et que le scepticisme? À mon avis, le plus grand problème d'aujourd'hui, c'est que le public a perdu son confiance dans le gouvernement. Chez vous aussi? Chez nous aussi. J'espère que non, mais il n'est pas la même confiance. C'est une information qui en consolera énormément. Oui, et parce que on a beaucoup humanisé les gouvernements avec la télévision. On peut suivre chaque pas, chaque mouvement. Il y a beaucoup de questions. Je pense que s'il y a vraiment un changement de génération, c'est entre les générations qui lisent les livres et les générations qui regardent la télévision. C'est une très mauvaise nouvelle, ça. Pourquoi? Comme tous les changements, il y a les côtés problématiques, il y a les côtés positifs. Oui, oui. Mais c'est un autre monde. Vous pensez qu'il faudrait que le pouvoir puisse avoir moins de familiarité
Oui, oui. C'est devenir très proche, très quotidien. Il a perdu les mystiques des gouvernements. Et c'est pour cela qu'il faut gouverner avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de clarité et avec beaucoup de courage. Pour terminer cet entretien, Monsieur Shimon Peres, je voudrais vous demander quel est l'état exact aujourd'hui de votre espoir. Est-ce que c'est vous, le gouvernement dans lequel vous êtes, vous-même, dans les moments qui viennent, dans les mois qui viennent, qui allez voir de façon décisive que le processus de paix est à peu près irréversible? Est-ce que vous le sentez? Parce que pour faire de la politique, à ce niveau-là, il faut non seulement une forte connaissance des dossiers, il faut de la chance et du flair. Est-ce que vous le sentez? J'espère que c'est irréversible, mais je ne suis pas sûr. Je pense que nous avons une chance extraordinaire qu'il ne faut pas menacer ou perdre. En Israël, nous avons les élections. Après les élections, nous n'avons pas changé seulement le gouvernement, mais aussi les politiques. Le peuple israélien faire un choix politique. Ce n'est pas seulement un choix entre les partis ou les hommes. Et pour nous comme un État juif, et pour nous comme un État qui traversait déjà 5 guerres pendant 44 années, les plus grands désirs et les plus grands besoins, c'est seulement la paix, c'est vraiment la paix. Mais quand même, il faut garder notre force militaire jusqu'à le jour où la paix va jouer son rôle propre. À mon goût, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a une contradiction entre les tailles d'opportunités et les durées de temps, c'est-à-dire une grande opportunité dans une période très limitée. On dit il y a une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre, oui. La fenêtre est très petite et l'opportunité est très grande. Il faut essayer de traverser ces petites fenêtres avec beaucoup de force, avec beaucoup de dynamisme. Est-ce que Shimon Peres et Yitzhak Rabin vont être les hommes qui vont laisser dans l'histoire, comme Begin et Sadat avaient fait ce magique, merveilleux premier pas, qui vont laisser dans l'histoire la trace d'avoir été les vrais jardiniers, d'avoir vraiment creusé, matérialisé la paix? Bon, nous cherchons quelqu'un comme Sadat. Mais il faut faire la paix avec les hommes qui existent. Peut-être c'est plus difficile, mais quand même il faut essayer. Je pense que Rabin et moi-même, avec notre expérience, avec notre âge, c'est vraiment la paix qui est la considération la plus importante dans notre acte politique. Et nous savons les différences entre M. Assad et M. Sadat. Assad lui-même, il cherche le prix égyptien, mais sans le charme égyptien. Et c'est un peu difficile. C'est-à-dire, il ne suivent pas les politiques de M. Sadat. Les négociations sont fermées, limitées. Sadat fait une visite à Jérusalem, par exemple. Assad ne veut pas faire un entretien avec notre leadership, avec notre Premier ministre. Et nous demandons pourquoi cette intimidité? Si vous cherchez la paix, pourquoi pas ouverte, permanente, à chaque niveau? C'est pour cela que j'ai mentionné le problème de scepticisme qui existe. Mais malgré cela, il faut
réaliser les choses dans les conditions qui existent. La paix, Monsieur Pérez, c'est vraiment maintenant, au stade de votre vie publique, la grande affaire de votre vie que vous aurez eu à résoudre. Oui, sans aucun doute. Oui. La paix, c'est non seulement l'affaire de principes de gouvernement, d'accords, de contrôle des accords, comme on l'a si bien vu d'ailleurs dans les premiers pas de paix israélo-égyptiens il y a maintenant une dizaine d'années. C'est aussi l'affaire de confiance, je dirais, de respect, d'estime mutuelle. On peut estimer ses adversaires, votre pays l'a démontré avec Sadat, d'autres l'ont démontré, voir par exemple les pas de rapprochement français entre De Gaulle et Adenauer, qui étaient les adversaires et même les ennemis d'hier. Pourriez-vous, Monsieur Pérez, me donner le nom de dirigeants palestiniens, je parle de l'État de Palestine, ceux qui aujourd'hui sont dans ceux que vous reconnaissez comme des dirigeants valables, pourriez-vous me donner le nom de dirigeants dont vous pensez qu'ils vont avoir une grande stature à l'avenir et que vous considérez avec respect? Il y a beaucoup de Palestiniens que je respecte, mais dans les négociations, il ne faut pas mentionner les noms, c'est très dangereux pour eux. Mais si vous me permettez, je vais dire une autre chose. Je vous en prie. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de temps que nous cherchons les moyens pour satisfaire les leaders du Moyen-Orient. Et nous avons oublié les peuples du Moyen-Orient. Finalement, nous cherchons la satisfaction pour 3 rois, 3 généraux, quelques dictateurs. Et nous avons oublié que finalement, ce n'est pas les leaders, mais les peuples même qui attendent les solutions. Il faut un Moyen-Orient pour le peuple, pas pour les leaders seulement. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un changement de valeurs, un changement psychologique. Savez-vous, dans les négociations d'Helsinki, quand le président Carter a introduit les droits humains vis-à-vis des Russes, tout le monde pensait qu'il ne se passe rien. Finalement, c'est les droits de l'homme qui changeaient beaucoup du climat européen, qui montrait que les Russes n'étaient pas préparés à rencontrer ces valeurs, ces demandes. Et la même est dans le Moyen-Orient. Nous parlons beaucoup sur les frontières, sur les leaders, ou le leadership, et pas assez pour les libertés, pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour l'économie des marchés. Il faut, à mon avis, changer l'orientation générale. Et mon grand rêve, c'est vraiment un Moyen-Orient démocratique, ouvert, pacifique, pour les peuples arabes, juifs, pour les musulmans, les chrétiens, les juifs, pour les jeunes générations, pour les âgés, pour tout. Et c'est peut-être là où la plus grande défi et la plus grande espoir réside. Monsieur Shimon Peres, je voudrais vous remercier de la franchise et de la qualité de cœur. Je ne sais pas si ce mot va vous apparaître un peu familier. D'abord, j'ai eu souvent l'occasion de vous rencontrer et je trouve que vos mots sont toujours les mêmes, par conséquent, vous ne changez pas. Deuxièmement, je voudrais vous dire que si ce que vous dites a de la valeur, c'est parce que vous avez l'expérience et aussi la maturité, les combats qui ont été les vôtres, et que j'aimerais bien que nous puissions recevoir l'an prochain, en ces mêmes lieux et mêmes places, un dirigeant arabe qui puisse être dans la même satisfaction et la même possibilité d'expression de l'avenir que vous,
Et si par hasard nous pouvions en recevoir 2 côte à côte, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire une fois dans ma vie à la télévision avec M. Sadat et M. Begin, côte à côte d'ailleurs, à Haïfa, ce serait pour moi, mais moi c'est pas très important, ce serait pour votre région et pour l'équilibre de nos continents une formidable nouvelle que nous n'aurons jamais mis que pratiquement 80 ans à essayer d'obtenir. Je vous remercie infiniment et il faut souhaiter bonne chance à votre travail. Merci infiniment. Merci beaucoup.